Merci de votre fidélité, chers internautes de la chaîne de télévision Léon Joléo. Vous nous suivez à RDC, également vous nous suivez dans la diaspora. Sincèrement, merci de votre fidélité à notre chaîne. Nous sommes là pour un nouveau numéro, c'est sur l'accord de cessez-le-feu de Lusaka de 20 juillet 1999 à 6 jours. Nous avons plus des accords que la RDC a déjà signés dans la recherche de la paix. À marge de la célébration, ce 24 février de cet accord, l'ancien ministre du gouvernement Sama, ministre de l'Industrie Julien Paluku Kahongya, a été invité par la DICODE RDC pour analyser ces dossiers des accords, alors que les accords ne nous amènent pas la paix à l'est de la RDC. Pouvons-nous continuer à signer des accords alors que la population congolaise est à guerre? La population de l'Est se déplace du jour au jour. C'est suite aux affrontements entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise. Chers internautes, je vous demande de suivre attentivement l'exposé du ministre Julien Paluku qui parle des accords que la RDC signe sans la paix en République démocratique du Congo. Suivez. Bonjour à tout le monde. Je voudrais d'abord commencer par corriger, je ne peux pas m'arroger le droit d'être le patriarche de la province du Nord Kivu, de la République en matière de paix et sécurité. Il y a d'autres qui ont la maîtrise de ces secteurs-là, mais je vais donner mon apport par rapport à la thématique. En fait, lorsqu'on parle de cet accord cadre d'Addis Abeba, généralement ce n'est pas l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération entre la République démocratique du Congo et les pays de la région. Donc, il ne faudrait pas qu'on confonde comme si c'était un accord d'Addis Abeba. C'est un accord de paix, sécurité et de coopération. Alors, avant d'arriver à développer plus ou moins ce que je sais de l'accord, je vais plus ou moins faire un rappel historique de la crise en RDC et de quelques accords qui ont été signés. Au deuxième point, je vais maintenant décortiquer les engagements contenus dans l'accord et ensuite aller vers les perspectives. Lorsque vous voyez cet accord ici, il n'est pas le premier. En fait, je peux me permettre de dire finalement la RDC c'est un pays d'accord ou un pays des accords, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Déjà en 1999, nous avons l'accord de Lusaka qui est signé en juillet 1999. Après 1999, nous avons un deuxième accord qui est signé, c'est l'accord de Sun City, qui est signé en 2002. Après 2002, vous avez le pacte sur la stabilité, la sécurité, la paix dans la région des Grands Lacs, qui est signé en 2006. Après le pacte sur la sécurité et la stabilité des pays de la région des Grands Lacs, qui est signé en 2006, vous avez le communiqué conjoint de Nairobi. Mais bien avant le communiqué conjoint de Nairobi, il y a l'accord de Ngurdoto qui a été signé en Tanzanie. Pour ceux qui connaissent l'histoire des accords, c'est l'accord entre la RDC et l'Ouganda, qui avait pour objectif effectivement d'éliminer toutes les menaces qui pèsent sur les deux pays, notamment la LRA, les ADF, etc. Ça, c'est l'accord de Ngurdoto signé en Tanzanie, je crois le 8 septembre 2007. Viendra ensuite le communiqué conjoint de Nairobi, qui est signé le 9 novembre 2007 entre la RDC et le Rwanda, toujours au sujet de l'épineuse question des FDLR. Ensuite, la RDC va convoquer une conférence à Goma en 2008 pour aboutir à la signature de l'accord de paix, de sécurité et de développement dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. On
on ne s'est pas arrêté là. 2009, on signe encore un accord entre le gouvernement, le CNDP et les groupes armés. C'est d'ailleurs de là qu'est né le fameux M23, parce que l'accord a été signé le 23 mars 2009. Et donc, le M23, pour ceux qui ne le savent pas, M, c'est le mois de mars, et 23, c'est la date du mois de mars au cours de laquelle on a signé l'accord en 2009. C'est pourquoi ça s'appelle M23. C'est peut-être des gens qui ne connaissent pas cette histoire-là. Alors, maintenant interviendra par la suite, je ne vais pas revenir sur tous les accords, la signature de l'accord cadre sur la paix, la sécurité, la coopération à Addis Abeba. Mais comment et pourquoi cet accord? Cet accord est né après la création du M23 en avril 2012. Le M23 est créé en avril 2012, vous vous rappelez Bosco Ntaganda, Makenga, qui était d'ailleurs commandant des opérations au Sud Kivu, le colonel Makenga. Bosco Ntaganda, lui qui était le commandant des opérations à Manileo, au Nord Kivu, on vivait avec lui à Goma quand j'étais gouverneur. Il se décide finalement de se soustraire du processus pour aller se réfugier dans les territoires de Massissi, ensuite aller vers Rutshuru et créer le mouvement M23 pour réclamer l'exécution des accords qu'ils ont signés le 23 mars 2009. Et ils commencent la guerre jusqu'à prendre même la ville de Goma momentanément le 20 novembre 2012, que j'ai dû quitter à la suite de l'encerclement qu'il m'avait déjà fait. J'ai quitté la ville de Goma le 20 novembre 2012, mais je suis revenu 11 jours après, le 1er décembre de cette même année 2012, grâce à la pression de la communauté internationale, parce que nous nous sommes retrouvés à Kampala le 24 novembre 2012 dans la conférence internationale sur la région de Grand Lac CIRGL pour faire pression au président ougandais, au président rwandais, leur demander d'ordonner que le M23 quitte la ville de Goma, ce qui a été fait. Alors, là nous sommes en 2012. C'est comme ça que la communauté internationale estime que la crise a perduré, qu'il faut un accord pour la paix, la sécurité et la coopération entre les États qui sont des acteurs dans les conflits de la région des Grands Lacs. C'est à la suite de la prise de la ville de Goma par le M23, à la suite du conflit qui a persisté, effectivement, qu'on appelle les protagonistes à Addis Abeba pour signer cet accord. Voilà plus ou moins l'historique de l'accord. Et il est signé le 24 février 2013, mais la communauté internationale estime qu'on ne doit pas s'arrêter seulement à signer l'accord. Il faut un instrument de contrainte. C'est comme ça que le Conseil de sécurité vote le 28 mars 2013 la résolution 2098 qui crée d'abord une brigade d'intervention au sein de la force de la MONUSCO avec un mandat offensif. Parce qu'à l'époque, la MONUSCO n'avait pas de mandat offensif. Alors, la résolution 2098 crée une brigade au sein de la MONUSCO avec un mandat offensif comme un instrument de mise en œuvre de l'accord pour surveiller tout celui qui ne va pas le respecter. Et c'est comme ça que le M23, avec son mentor qui est le Rwanda, ne respecte pas l'accord cadre signé en février 2013, et la communauté internationale et le gouvernement congolais estiment qu'il faut commencer la guerre, et la guerre on la commence en 2013 jusqu'à mettre fin au M23 grâce effectivement à la brigade tanzanienne qui était basée à Goma et qui a appuyé les forces armées pour que nous mettions fin à l'aventure du M23. C'était le 5 novembre 2013 et moi je suis arrivé sur la colline de Tchanzu qui était le quartier général du M23 le 6 novembre, donc un jour après la fin de la guerre. Donc voilà donc le contexte qui a milité en faveur de la création de la signature de cet accord cadre. Maintenant, au deuxième point, qu'en est-il de cet accord? Lorsque vous analysez l'accord, il a trois engagements.
il y a des engagements pour la République démocratique du Congo, des engagements pour la région et des engagements pour la communauté internationale. Mais lorsque vous analysez les 3 engagements contenus dans l'accord, les pièges qu'on a tendus, et là je suis dans l'analyse de l'accord, les pièges qu'on a tendus à la RDC, c'est que le Rwanda et l'Ouganda, qui sont des acteurs majeurs dans les conflits, ne sont pas cités expressément dans l'accord pour avoir des engagements. Il n'y a que la RDC qui est citée, si vous voyez les 6 engagements, il n'y a que la RDC qui est citée, mais le Rwanda se trouve être cité par les pays de la région. On dit seulement la région. Voici les engagements de la région. 1, 2, 3, 4 et 5. Mais pour la RDC, on dit voici les engagements de la RDC. Vous voyez un peu la subtilité qu'on a pu faire pour empêcher que les Rwandais et l'Ouganda n'aient des engagements expressément dits dans l'accord. Quand vous voyez dans l'accord, il y a une autre subtilité où on dit il faut la RDC s'engage à faire des progrès dans les domaines de la décentralisation. Je ne sais pas si vous avez l'accord, vous allez voir. Qu'est-ce que la décentralisation vient faire dans cet accord? Donc vous comprenez que ça cache quelque chose qu'on a boutiqué, qui a toujours été revendiqué par les M23 par rapport à la partie est de la RDC. Qu'est-ce que la décentralisation a à faire dans un accord de paix et de sécurité? Mais c'est expressément dit. Lorsque vous voyez dans les engagements de la région ou de la communauté internationale, vous trouvez qu'on parle de l'exploitation des ressources naturelles. Alors, qu'est-ce que l'exploitation des ressources naturelles vient faire dans un accord de paix? Donc, il y a eu des choses qu'on a cachées dans l'accord, que ceux qui l'avaient peut-être élaboré pouvaient savoir ce qui était caché derrière. Et c'est peut-être aujourd'hui qu'on commence à le voir, lorsqu'on voit l'Union européenne signer un accord sur la chaîne de valeur à installer au Rwanda, alors que tout le monde sait que le Rwanda n'a ni lithium, ni cobalt, ni coltan, mais c'est pratiquement là où va être installée la chaîne de valeur telle que ça a été signé entre l'Union européenne et le Rwanda. Et donc ce sont ce genre de questions que les communs des mortels et les Congolais n'analysent pas à fond et pensent que la crise à l'Est, c'est une crise des gens de l'Est. C'est parfois là où on se trompe. Souvent, les Congolais ne se rendent pas compte que la crise de l'Est est une crise de la République démocratique du Congo, mais aux dimensions régionales et même internationales. Et donc, mon intervention de ce jour, c'est pour nous interpeller, nous tous, qu'on ne devrait pas voir la crise de l'Est comme une question sectorielle qui concerne les ressortissants de l'Est. Parfois, quand on est dans les salons ici, on dit, bon, les Abilok ya bango na bango. Hein? C'est des histoires entre eux là-bas, ils doivent s'attendre. Comment ils ne s'attendent pas tout ce temps? Non. Si on continue à dire ce genre de choses, c'est qu'on est à côté de la plaque, parce que la crise qui se passe à l'Est, c'est une crise qui peut embraser l'ensemble de la République. Ce n'est pas pour rien qu'il y ait tous ces accords, communiqué de Nairobi, accord de Ngurdoto, accord de PCC, accord. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas des engagements aux autres pays? Il n'y a qu'à la République démocratique du Congo, qui est pourtant victime de toutes les guerres, qui doit avoir des engagements, mais les États qui créent cette crise n'ont pas, eux, des engagements à faire. Et donc, les pièges qu'on nous a tendus sont ceux-là. Maintenant, quelles sont les perspectives? Nous pensons que cet accord cadre, c'est un instrument qui nous a aidé à un certain moment à stabiliser la situation à l'est du pays, mais il faut revisiter cet instrument. Il faut revisiter cet instrument pour qu'il y ait des obligations vis-à-vis des États qui sont cités même par les rapports des experts des Nations Unies. Il n'est plus à démontrer que le Rwanda est un acteur majeur de la crise de l'Est. Mais quand on signe un accord, il est incompréhensible que cet acteur-là ne puisse pas avoir des engagements dans l'accord. Et donc on doit revisiter, pour moi, l'accord cadre
pour que les engagements du Rwanda soient clairement dits, les engagements de l'Ouganda soient clairement dits. Maintenant, les engagements de la région peuvent venir aussi après. De cette manière, on pourrait maintenant évaluer les niveaux de mise en œuvre des engagements de chacun parce que c'est clairement indiqué. Mais lorsqu'on évalue l'accord, on a tendance à n'évaluer que les engagements de la RDC parce que c'est elle qui est citée dans l'accord. Et ce qui est injuste, à mon avis. Donc, je voudrais remercier les organisateurs de cette matinée qui devra concerner beaucoup d'autres acteurs pour que les 24, les jours de l'anniversaire, que ces messages passent dans tous les cercles et que les gens se l'approprient et qu'in fine on comprenne que la RDC devra avoir une équipe de négociateurs qui sont permanents, ces négociateurs-là, parce que quand vous voyez le Rwanda, quand vous voyez l'Ouganda et tous ces autres pays de la région, et ont des équipes permanentes de négociation. Mais nous avons des équipes à chaque étape de négociation. C'est ainsi que nous sommes souvent piégés au niveau de la rédaction des textes, parce que les gens que nous renouvelons à chaque moment ne maîtrisent pas l'esprit, le contexte des accords que nous signons dans la région des Grands Lacs. Et donc, parmi mes recommandations, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait, au-delà de ce que j'ai dit, une équipe de négociateurs qui soit permanente pour permettre à ce que la RDC aussi suive de près ce qui se passe dans la région et non pas chaque jour avoir de nouvelles têtes qui viennent parler des choses qu'ils ne maîtrisent pas, ce qui ne nous amène pas à signer des accords finalement qui sont au bénéfice de la République démocratique du Congo. Voilà brièvement ma petite intervention et je vous remercie.